Action positive, discrimination positive, égalité affichée, égalité réelle. Evald Mutabazi, Philippe Pierre, tous deux experts et auteurs de plusieurs ouvrages sur le management interculturel, alertent sur les risques de la simplification des problèmes de diversité dans le monde du travail. Pour sa réalisation effective, l'égalité exigerait la mise en place de traitements différenciés pour des populations spécifiques. Evald Mutabazi et Philippe Pierre concluent sur une approche authentiquement interculturelle qui suppose solidarité et interaction entre les personnes. Cela va pas de soi et minimise la portée d'outils de pilotage ou de politiques de recrutement trop vite construites pour satisfaire aux effets de mode. De la diversité au management interculturel. Voilà un thème, Philippe, qui fait couler beaucoup d'encre. Les journaux, les ouvrages publiés, des colloques, des séminaires, mais aussi des diplômes dont certaines écoles ont créé il y a déjà au moins 3 ans autour de cette thématique. Alors, évidemment, face à toutes ces informations, on se demande s'il y a de commun finalement au cœur de ce débat. Bah écoute, il y a un point commun déjà qu'on peut pointer, c'est le mot même de discrimination qui est employé, et très employé. Il s'agit de le définir. Une discrimination, au sens français, juridique, c'est un traitement défavorable d'un individu ou d'un groupe en situation comparable en raison de critères prohibés par la loi. Alors tu le sais bien, le nombre de ces critères à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous partageons, est de 18. On peut penser à l'âge, les discriminations qui sont relatives au genre, les discriminations qui sont relatives à la question des origines, des appartenances syndicales, politiques et ainsi de suite. 18 critères en augmentation depuis plusieurs années. Donc pour te donner une première réponse, je pense que le pont que tu fais entre diversité et management interculturel nous amène de toute évidence à traiter de cette question des discriminations. À ton avis, est-ce qu'on doit mettre ensemble la question de la lutte contre les discriminations et ce que tu as signalé au début de notre entretien, cette émergence, cette effervescence autour du thème de la gestion de la diversité? Est-ce que c'est la même chose? Discrimination, égalité, gestion de la diversité? Ce n'est pas du tout la même chose. On est toujours autour de ce même problème, de la question de l'égalité. De l'égalité de traitement des individus, c'est sûr. Discriminer, c'est effectivement séparer les personnes, mais en même temps, gérer la diversité, ça peut demander toute une approche, toute une politique. C'est vrai que la gestion de la diversité peut s'arrêter à la réponse aux exigences légales, à la peur du gendarme. Tout simplement de faire ce qui est demandé par la loi et de ne s'arrêter que là. Et tu as raison, moi je fais une distinction très nette entre la gestion de la diversité, qui peut nous inviter à une vision, mais on y reviendra avec plaisir ensemble, à une vision photographique. On prend des photos, mais on ne donne pas forcément le sens de l'album que l'on rassemble. La gestion de la diversité, c'est s'intéresser peut-être à des effets d'image. C'est peut-être courir le risque de ne pas suffisamment piloter dans le temps long. Et puis je distingue donc avec toi la gestion de la diversité et la question de l'égalité. Ce n'est pas la même chose. Une organisation peut être diverse. Prenons l'exemple des nationalités. Elle va mettre en avant un certain nombre de nationalités dans ses équipes. Pour autant, les personnes qui seront dépositaires de ces nationalités, on ira les chercher exactement dans la même classe sociale. Et donc on ne fera pas l'effort de diversifier les viviers. L'entreprise, l'organisation s'affichera diverse. En réalité, elle ne travaillera pas sur les processus discriminatoires à l'œuvre. Et je crois que c'est très important de ne pas confondre, et je sais que tu partages cette gestion de la diversité et la lutte contre les discriminations. L'égalité, ce n'est pas la même chose que la diversité. C'est vrai aussi que les entreprises peuvent aller beaucoup plus loin en essayant de gérer la diversité, de prendre en compte de la diversité pour éviter tout risque de détérioration de leur image. Mais d'autres entreprises encore peuvent aller beaucoup plus loin en mettant en place des politiques réelles d'engagement en faveur de la diversité pour des minorités discriminées, comme tu disais tout à l'heure, et ce faisant avoir une meilleure image. Et ainsi de suite jusqu'au management interculturel dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a toute une série d'étapes, d'actions possibles, de politiques à mettre en place, les tableaux de bord par exemple, qu'on peut mettre en place aussi pour suivre les avancées en matière de gestion de la diversité, en matière d'intégration des personnes différentes. Toutes les politiques aussi qu'on peut mettre en place en concernant le recrutement. Recruter des personnes
justement de façon ciblée, beaucoup plus organisée, en fonction de ce qu'on veut faire, du quartier dans lequel on travaille, du pays dans lequel on travaille. Tenir compte aussi des évolutions démographiques. Là, tu parlais tout à l'heure de la diversité des âges. C'est vrai que certaines entreprises voient leur démographie vieillir. Et de ce fait, elles sont amenées à anticiper. Anticiper ce vieillissement des populations, justement par les politiques de recrutement et d'intégration beaucoup plus fines. En t'écoutant, on peut penser que la gestion de la diversité, si elle est sincère, si les dirigeants s'engagent, mais également l'ensemble du corps social de l'entreprise, amène à passer d'une posture défensive, tu parlais de peur du gendarme, la peur du gendarme, à quelque chose d'anticipé et en tout cas d'organisé. De plus organisé, de plus outillé aussi, de plus réfléchi. Anticiper, c'est bien, mais encore faut-il avoir des outils de pilotage, et c'est pour ça que je te parlais des tableaux de bord. C'est aussi se doter de politiques, de formation par exemple, pour préparer, si on s'intéresse aux expatriés qui partent dans des pays différents, ou alors aux impatriés, à ceux qui viennent chez nous, là aussi, ça peut faire partie de cette manière de gérer la diversité et des compétences et des métiers et des origines. Je suis d'accord avec toi, encore une fois, en écoutant les discours, en lisant certains médias, on a l'impression que diversité, c'est la photo. On prend la photo des choses, des faits, et qu'égalité, ça demande la mise en place d'un processus long, de politique solide, bien engagé, dans la durée, et avec de réelles pratiques d'accompagnement. On sait très bien qu'on peut discriminer sans même le vouloir, et que la discrimination n'est pas simplement une affaire de volonté ou d'intention. D'où l'importance d'un travail, comme tu le dis, sur le temps long. Finalement, quels sont les différents types de discrimination que l'on observe aujourd'hui dans les entreprises? Je crois que tu as raison de distinguer différents types. Discrimination directe, on va traiter consciemment, mettre à l'écart quelqu'un qu'on n'estime pas soit fait pour le poste dans le cadre d'une organisation. C'est la discrimination directe. Directe. D'accord. Soit tout simplement, eh bien, on est raciste ou sexiste et on n'a pas envie de travailler avec. Passible forcément de sanctions, au civil et au pénal, et pour un dirigeant notamment, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Deuxième situation, discrimination indirecte. On va mettre de côté en ne traitant pas intentionnellement. Ou alors on peut demander un permis de conduire, un poste sédentaire et assez peut-être sournoisement. On va là encore mettre de côté des personnes qui n'ont pas disposé de moyens économiques suffisants. Il y a une autre forme de discrimination qui s'opère aussi sans même qu'on le veuille. Quand ce sont nos propres processus de travail qui mettent de côté. Imaginons par exemple qu'on organise une réunion à 19h30. D'accord. Ce faisant, on va mettre forcément de côté les personnes qui ont charge de famille. On pourrait penser que action positive et discrimination positive, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Dans l'action positive, on va s'attacher davantage au territoire sur lequel s'exercent les inégalités. On va donner davantage de moyens à un territoire qu'on suppose discriminé. On va également travailler sur la parité entre hommes et femmes, mais tout le monde s'accordera pour penser qu'il est tout à fait juste et légitime d'avoir une représentation dans les organisations, dans les instances de pouvoir, d'une donnée ontologique, d'un fait de nature. Il n'est autant d'hommes que de femmes. Il y aurait aujourd'hui une injonction à ce que tout devienne divers, peut-être en oubliant de traiter les vrais problèmes, les vraies questions. À force d'avoir une floraison de chartes, de labels, d'actions non concertées, est-ce qu'il n'y a pas un danger? C'est de ne pas traiter véritablement de l'égalité réelle, celle qui est au-delà des textes. Tu évoquais, Evan, la question, je crois absolument majeure, du temps long. Le temps qu'on prend à s'intégrer dans un nouveau milieu d'accueil. Et le danger peut-être qu'il y aurait à anonymiser à tout craint. Imaginons qu'une personne, et ces inégalités touchent un très grand nombre de nos concitoyens, recherche un logement. Et que dans une première étape, on ne sache pas qui propose son dossier de candidature. De toute façon, s'opérera une discrimination au moment de la visite. Et à ce moment, elle sera mise à nouveau de côté. Donc il y a vraiment un impératif à traiter de la question des discriminations dans une logique multidimensionnelle, à continuer d'être extrêmement vigilant sur les moyens que nous utilisons et à mettre ensemble et à mettre
vraiment aussi l'accent sur le changement des mentalités. Dans le monde des entreprises, on a l'habitude ensemble de distinguer 3 niveaux. Un niveau monoculturel qui consisterait au fait que tout le monde se ressemble parce qu'on est absolument conscient qu'un bon modèle existe. Un niveau multiculturel, plusieurs, où on est côte à côte. On peut d'ailleurs s'ignorer. Au bout du couloir, on sait que les personnes qui font un autre métier existent, mais on les connaît mal. Et puis après tout, le bien commun fait que ça fonctionne comme ça. Interculturel, qu'est-ce que tu y mets? Comment on pourrait le définir? Ça me semble une question vraiment importante. C'est une question très importante. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'approche la plus facile pour les individus comme pour les entreprises serait d'avoir des personnes, des unités, des filiales qui fonctionnent exactement de la même manière. Ça serait beaucoup plus facile à contrôler, ça serait beaucoup plus facile sans doute à motiver, s'il s'agit de motiver les gens, s'ils réagissaient tous de la même manière. Mais ça, c'est utopique, tu sais bien, ça n'existe pas du tout. Et c'est dangereux. Et en plus, ça peut être dangereux, hein, parce que uniformiser les gens, c'est peut-être étouffer leur capacité de créativité, c'est peut-être justement remettre en cause tout ce qu'ils ont de plus original. Multiculturel, tu l'as évoqué toi-même, c'est du côte à côte. Les gens sont côte à côte les uns des autres. Ça peut produire de l'indifférence, du chacun pour soi, et du coup empêcher la coopération, empêcher les synergies qu'on recherche, notamment dans des équipes diversifiées auprès de partenaires de cultures différentes. Alors interculturel, justement, l'interculturel aurait pour objectif de pallier à ces différents inconvénients qu'on vient d'évoquer. Autant pour le premier, ça standardise, donc ça sclérose les organisations, ça les empêche d'avancer. Autant pour le second, ça leur empêche la complémentarité, les synergies recherchées. L'interculturel, du coup, va venir ici, en s'appuyant sur l'interaction entre les personnes, en s'appuyant sur la capacité d'apprendre les uns des autres, en s'appuyant sur la complémentarité des apports des uns et des autres, l'interculturel va pouvoir justement apporter un plus en matière d'innovation, je le disais tout à l'heure, mais aussi en matière de possibilités réelles à répondre à des demandes, à des attentes diversifiées. Si je te comprends bien, quand on recherche cette visée interculturelle, il y a 2 versants. Il y a la synergie, la complémentarité dans les équipes. Ça serait le versant pragmatique. Absolument. On le fait pour renforcer peut-être la performance au total. Puis il y a aussi un versant idéaliste. La valorisation des différences serait une sorte d'impératif moral. Et là, je souhaiterais le questionner avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à en appeler en toute situation à cet imaginaire interculturel? Il y a un versant, je dirais, plutôt humain. Parce que l'humain, dans toutes les sociétés que je connaisse au moins, l'humain est appelé à vivre avec d'autres humains, à communiquer avec eux d'une part, mais aussi à se compléter. Il y a un versant, un appel, je dirais même, à la solidarité entre les personnes, entre les membres d'une équipe, entre les membres d'une entreprise. Il y a un appel à la compréhension et à la complémentarité des personnes, ça c'est certain. Ça ne va pas de soi, évidemment. On sait, notamment dans des cultures plutôt individualistes, ça ne va pas de soi, parce qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là, hein, de penser au groupe, de penser à la coopération, de penser à l'interaction. En revanche, toutes les cultures du monde en ont besoin, tous les pays du monde en ont besoin de ça. Et je pense qu'au-delà de la complémentarité des performances, il y a aussi la complémentarité des apports des uns et des autres dans le développement de chaque individu déjà. Tu dis souvent en fait que les cultures ne sont pas suspendues dans l'air. En quelque sorte, elles n'existent pas comme des entités closes. Absolument, absolument. Et on en a rarement croisé dans les couloirs des organisations ou dans les quartiers de nos villes. Donc les cultures, on ne doit pas, à t'entendre, hein, les considérer de manière réifiée. Elles sont portées. Les cultures sont portées par des hommes, par des femmes. Et donc tu dis souvent que nous sommes des sujets à la fois porteurs, créateurs et créatures de culture. Tu peux t'expliquer sur ce point? Tu parlais de société notamment individualiste. Quelle est la place de la personne et quelle est la place de l'individu? Là, on se rejoint complètement dans nos réflexions, puisque toi aussi, en lisant tes travaux, je sais que tu mets bien l'accent sur cette personne complexe, multidimensionnelle, multiculturelle, on peut même le dire carrément, parce qu'elle est porteuse de plusieurs cultures liées d'abord à son histoire,
personnelle et à l'environnement dans lequel elle a été élevée, dans lequel elle a grandi. Elle a acquis un certain nombre d'habitudes, de façons de faire, de valeurs et de normes de conduite. Mais dès lors que nous avons justement cette multiculturalité à nous, une personne est capable justement, sans devenir pour autant caméléon, elle est capable de faire des choix aussi, d'utiliser, de s'appuyer sur telle valeur plutôt que telle autre. Moi, je suis très sensible à ce que tu dis là sur la place de la personne dans sa capacité à, avec un certain degré de conscience, à peser ses choix, à agir tout simplement, à décider, à argumenter. Oui. La personne, la culture ou l'orientation des conduites dont tu parles, qui ne surdétermine pas mais qui influence, c'est bien ça, Ewald? Oui, absolument. Qui oriente parce qu'il ne faut quand même pas se faire d'illusions. L'environnement économique dans lequel on vit va aussi orienter nos comportements. L'environnement climatique aussi va orienter nos comportements. Une culture, ce n'est pas de la théorie. Ça a une fonction. Si les sociétés la mettent en place, qu'il s'agisse de sociétés au sens citoyen du terme, ou des entreprises, eh bien, quand on développe une culture, c'est parce qu'on en a besoin. Voilà, ce n'est pas que du folklore, c'est quelque chose qui nous sert à nous adapter dans l'environnement où nous sommes, à vivre, à répondre à toute une série de contraintes de la société. C'est avoir justement un fond commun de normes de conduite, de valeurs, de pratiques peut-être même, qui leur permettent d'échanger, mais sans toutefois étouffer la diversité justement des personnes. Mais en même temps, c'est comme un arbre aussi, parce que au milieu, ce qu'on peut voir au milieu, c'est quoi? C'est le tronc. Le tronc, ça peut être le projet qui fédère, vers lequel on évolue. Le tronc, ça peut être aussi des idéaux que l'on partage dans un pays, dans la culture d'un pays. Donc il faut un tronc. Ce tronc ne doit pas empêcher aux feuilles de s'épanouir, aux racines aussi d'aller chercher leur enracinement, d'aller chercher ce qui nourrit l'arbre. Cette métaphore de l'arbre, elle me semble très intéressante. Tu nous invites à penser dans le même temps les feuilles qui bourgeonnent, on peut penser aux nouvelles générations. Absolument. Tu nous invites à penser dans le même temps aux branches sur lesquelles on trouve ce socle partagé. Ça, c'est peut-être la dimension du métier qui nous rassemble, qui nous donne ce fond partagé. Et puis, tu parles de racines, où aller chercher la créativité, les idées nouvelles. Il faut mettre ensemble la compréhension des effets culturels, la personne dans ce qu'elle veut être, et de lui donner les moyens aussi d'être reconnue. Cette question de la reconnaissance au travail, je sais qu'elle t'importe énormément. Je crois que c'est un des enjeux majeurs de nos organisations. Je crois que tu partages ce point. Complètement. Je partage complètement ce point. Et cela d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas de reconnaissance, s'il n'y a pas de la capacité justement à reconnaître ce que l'autre peut nous apporter, on ne peut pas s'en enrichir. On ne peut que l'exploiter ou l'ignorer. Mais il faut du temps, ça ne se décrète pas. Non. Et je crois qu'il y a un danger quand on traite ça ne se décrète un pas, peu rapidement de la gestion dite de la diversité, et on prend beaucoup de précautions tous les deux sur cette question, ça ne se décrète pas. Ah, ça c'est sûr. Comment on protège aussi les plus inventifs qui sont souvent les plus dérangeants pour une organisation, puisqu'en fait innover c'est aller chercher parfois à la marge. C'est remettre même en cause, des fois. Tu partages ça? Complètement, oui. Quel conseil tu donnes? Alors du coup, ça suppose de l'humilité de notre part, de la part de celui qui gère ce type d'équipe. Ça suppose beaucoup d'humilité, ça suppose beaucoup de capacité à écouter. Écouter justement ces individus qui ne nous ressemblent pas et ne se ressemblent pas. Ça suppose aussi la capacité à canaliser ces apports. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de les mettre ensemble pour qu'ils passent du temps à échanger seulement. Il faut qu'ils aient un projet, donc que ça soit tendu par un projet, avec évidemment des exigences claires, comme on le fait dans la gestion des équipes projets. S'agissant des équipes multiculturelles ou des personnes de cultures différentes qu'on doit intégrer dans une organisation, il faut vraiment avoir en tête cette complexité. Et savoir qu'il y a la part de l'individu, bien sûr, mais il y a aussi la part de l'organisation et aussi l'influence du contexte dans lequel ça se passe. Les individus d'une organisation, d'une entreprise, d'une équipe, sont, mine de rien, connectés. Connectés par quoi? Par le fait même qu'ils concourent, de par leur savoir, de par leur énergie, à réaliser un objectif, un projet. Et du coup, si certains de ces individus sont coupés, comme des branches de l'arbre, eh bien, l'arbre n'est pas... ces branches-là coupées risquent de mourir, finalement.
De la même façon, une entreprise a une histoire, a des racines. Si on les coupe, et comme ça arrive quand même pas mal de fois aujourd'hui avec les rapprochements d'entreprises, les acquisitions, si on les coupe complètement, forcément, on risque de perdre quelque chose. Quelle définition tu donnerais de cette chaîne des discriminations? Alors, le jeu que j'ai joué, c'est un jeu, si tu veux, volontaire, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Et dans les discriminations, bien sûr, il peut y avoir plusieurs étapes. Hein. Celle-ci, c'est le stéréotype, la généralisation, c'est-à-dire le fait de classer l'individu dans son groupe d'appartenance, ou dans un pays d'origine, ou dans telle ou telle couleur, tout en oubliant qu'il peut être complètement différent et qu'il a sa personnalité, qu'il a son histoire, qu'il a son originalité. Donc, on généralise. On le transforme en chose. Voilà, on le généralise, on le moule, on le met dans un moule qui est celui de sa communauté d'origine, de sa religion, de sa région, ou de son entreprise d'ailleurs, comme ça se faisait beaucoup hier. Et immanquablement, on connaît mieux que lui ses bonnes raisons d'agir. Et on a l'impression de le connaître, alors qu'on ne le connaît absolument pas du tout. Je pense que l'autre étape de la chaîne, au-delà de la généralisation, c'est qu'on va du coup chercher à lui imposer des attitudes ou des comportements, ou à attendre de lui des attitudes et des comportements qui ne tiennent pas debout. Donc la réaction que l'on va avoir par rapport à lui, ou celle qu'il va avoir par rapport à eux, à ceux qui le voient de telle ou telle manière, peut être une réaction de fascination. Il est fasciné, donc du coup, il aura tendance à se mettre en posture d'infériorité, à s'écraser parce qu'il est fasciné par les autres, par ceux qui sont beaucoup plus forts, ou une attitude de mimétisme, je vais les copier, je vais faire comme eux. Hein, on est bien toujours dans la chaîne. De l'autre côté, bien sûr, à l'opposé, en réponse, en écho, des attitudes impérialistes, des attitudes autocratiques par rapport à lui, parce qu'on veut lui imposer le système. Mais là, on voit bien qu'il y a comme une complicité entre celui qui est complexé, qui a un complexe d'infériorité, par rapport à celui qui a un complexe de supériorité. Et ça, on est dans une chaîne, il y a une chaîne où les choses vont fonctionner parce que justement, il y a les deux, comment dire, il y a les deux attitudes complémentaires. La sortie, qui pour moi serait la dernière étape de cette chaîne, la sortie, c'est quand chaque individu est capable justement d'écouter l'autre, de le reconnaître, et donc de l'appeler à s'exprimer, à valoriser ce qu'elle est. Stéréotype, préjugé, deuxième maillon de cette chaîne. Phénomène de domination symbolique, tu parlais de connivence. Connivence, absolument, au niveau des stéréotypes. Parlons de domination douce, absolument. Ou plutôt même souvent agressive. C'est-à-dire que j'ai réussi à te faire penser naturellement ce que tu crois penser. On est bien dans la domination, et je crois qu'on est au cœur de cette question des discriminations et du possible travail sur les mentalités. On ne change un système en t'écoutant que si on parvient non seulement à avoir une vision, un engagement, à s'inscrire vraiment et à porter un message sincère, mais en même temps à agir sur le temps long, sur les mentalités. C'est bien ça? Le temps long des ressources humaines, comme tu dis, c'est vrai, très important de se donner les moyens, dont le temps justement d'apprendre, d'apprendre à apprendre aussi, le temps de s'ouvrir, le temps de se révéler, d'échanger, le temps de produire aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, je n'ai pas beaucoup parlé, c'est de produire ensemble des règles nouvelles de conduite si on est amené à vivre dans une équipe multiculturelle, de produire des règles partagées. En quelque sorte, la meilleure façon de changer le système, c'est d'en inventer un autre, mais de l'inventer vraiment. C'est d'en inventer un autre avec les autres. Et sans pour autant, d'ailleurs, jeter tout du précédent. Parce que tout n'est pas forcément mauvais. Je pense, moi, très personnellement, qu'on ne peut pas opposer tradition et modernité. Il y a un lien, il y a une continuité.